Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une pensée assez audacieuse. L'idée, c'est « et si la libération sexuelle avait entraîné des conséquences que personne n'avait vraiment vu venir ?» On va suivre un raisonnement qui part de la pilule contraceptive pour arriver à un futur où la technologie pourrait redéfinir ce que ça veut dire être humain. Alors pour commencer, je vous propose cette citation. Elle a été écrite en 1957 par le psychanalyste Jacques Lacan. À l'époque, franchement, ça devait sonner comme de la pure science-fiction. Mais on va le voir, cette vision était peut-être beaucoup plus prophétique qu'on ne l'imaginait. Bon, pour bien comprendre le cheminement de la pensée de l'auteur, il faut qu'on revienne un peu en arrière, à un moment clé de notre histoire sociale. Un moment de progrès, ça personne ne le remet en question. On est au milieu du XXe siècle. Et là, tout bascule. On a d'abord des organisations comme le planning familial qui émergent et qui, pour la première fois, donnent vraiment le choix aux femmes. Et puis, dans la foulée, arrive la pilule. Et là, c'est la grande séparation. La sexualité d'un côté et le risque de grossesse de l'autre. C'est une véritable révolution culturelle. Et il faut être très clair là-dessus. Au départ, c'est vu comme une avancée immense. Les femmes enfin reprennent le contrôle de leur corps. Les couples découvrent une toute nouvelle liberté. C'est sans aucun doute un progrès social majeur. Mais c'est précisément ici que l'analyse devient plus complexe. Selon l'auteur de la thèse qu'on explore, Dany Robert Dufour, cette belle médaille a un revers. Il parle d'effets pervers, des effets que personne n'avait vraiment anticipés. Cette phrase de Monette Vaquin, elle résume parfaitement ce paradoxe. À peine des femmes crient « Mon corps m'appartient », qu'une nouvelle autorité s'en empare, la médecine. La question que ça pose, c'est « Est-ce que c'est encore la même liberté ?» Et avec l'arrivée de la procréation médicalement assistée, la fameuse PMA, on franchit une nouvelle étape. L'acte sexuel lui-même devient presque accessoire pour avoir un enfant. Tout peut se faire en laboratoire. La technique prend le relais du corps et la procréation se déplace, en quelque sorte, de la chambre à l'éprouvette. Cette prise de contrôle par la technique a même fini par inquiéter ses propres pionniers. Jacques Testard, qui est quand même le père scientifique du premier bébé éprouvette français, a lui-même tiré la sonnette d'alarme. Il a eu cette image très forte, craignant qu'on finisse par choisir les bébés sur catalogue, un peu comme on choisirait un animal de compagnie. Mais cette médicalisation de la naissance ne change pas seulement notre rapport au corps. D'après l'auteur, elle commence à ébranler des structures beaucoup plus profondes, les fondations même de la famille et de la société. C'est là que l'auteur emploie un concept, disons, volontairement provocateur. Il se demande, si la technologie permet de faire sauter les verrous biologiques de la reproduction, qu'est-ce qui l'empêcherait de faire sauter les tabous les plus anciens, comme celui de l'inceste par exemple. C'est ce qu'il appelle l'inceste technoscientifique. Et attention, ce n'est pas juste une idée en l'air. L'analyse s'appuie sur des cas bien réels, qui poussent ses limites à l'extrême. L'histoire de Janine est particulièrement frappante. Elle accouche d'un enfant qui est biologiquement son neveu. Les repères de parenté traditionnels sont complètement brouillés. Pour l'auteur, ce grand chamboulement ne s'arrête pas à la famille. Il soutient que lorsque les repères biologiques et sociaux deviennent flous, c'est le langage lui-même qui doit se transformer pour suivre. Et pour illustrer son propos, il revient au point de départ, le planning familial. Il montre comment, des décennies plus tard, cette même organisation qui a été pionnière propose aujourd'hui de faire évoluer le langage pour coller à ces nouvelles réalités. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, les nouvelles recommandations suggèrent par exemple d'éviter des termes binaires comme mâle ou femelle. Et pour l'auteur, c'est la suite logique du raisonnement. Après avoir séparé le sexe de la reproduction, on commencerait à séparer le langage de la réalité biologique binaire. Et on arrive à la conclusion de cette analyse. L'auteur fait un saut, disons, assez audacieux. Il va relier toute cette trajectoire à la pensée d'un philosophe aussi célèbre que controversé, le marquis de Sade. D'après lui, Sade aurait adoré notre époque. Pourquoi ? Parce que son fantasme, au fond, c'était de dépasser la nature, d'abolir la différence des sexes pour arriver à une forme de création pure, une création totalement technique, désincarnée, bref, une procréation sans sexe. Et cette logique, toujours selon l'auteur, nous mène à l'idée la plus extrême de Sade, le concept de seconde mort. Là, il ne s'agit plus de la mort d'une personne, mais de l'anéantissement du principe même de la vie. Le raisonnement sous-jacent, c'est si on peut créer la vie artificiellement, pourquoi ne pourrait-on pas la détruire complètement ? L'auteur conclut donc sa pensée en disant que, pour la première fois dans l'histoire, les garde-fous symboliques ont sauté. Et la technologie, que ce soit le nucléaire ou le génie génétique, nous donnerait maintenant les moyens de réaliser ce fantasme morbide, le pouvoir de potentiellement mettre fin à notre propre espèce. Et c'est là-dessus que nous laisse cette analyse, sur une question assez vertigineuse. Si la technologie nous donne le pouvoir d'effacer les limites que la nature nous avait imposées, qu'est-ce qui va nous empêcher d'aller trop loin ? Et finalement, qu'est-ce qui nous définit encore en tant qu'être humain ?